Nous avons le plaisir d'aborder un sujet sur l'environnement avec Jean-Christophe Vautrin, expert international en développement durable, ancien PDG d'une entreprise pétrolière et gazière, co-créateur d'une société spécialisée dans l'innovation environnementale, juge et mentor au laboratoire d'innovation de Harvard, expert au Solar Impulse Foundation de Bertrand Piccard, juge au Swiss Innovation Awards, prix suisse de l'innovation environnementale, entre autres. J'aurais bien aimé, dans ce volet, tracer, si c'était possible, une sorte d'historique de la pollution. A-t-elle toujours existé? Sinon, quand est-elle apparue? Et le cas échéant, sous quelle forme? Bonjour Lorenzo, je suis ravi et honoré de cet entretien. Et j'aimerais commencer par dire que nous sommes dans un endroit magnifique avec plein d'arbres qui me rappellent toutes ces questions sur la nature. Alors, c'est une question complexe parce que la pollution peut être de plusieurs origines. Elle peut être une pollution naturelle, ou elle peut être une pollution créée par l'homme. Donc de tout temps, il y a eu des pollutions naturelles. Alors par exemple causées par l'explosion des volcans, causées par les fuites de méthane du sol, par exemple ce qu'on appelle les feux follets. Ça a été aussi généré par les mines, par exemple, qui pouvaient être à ciel ouvert. Mais en fait, la pollution, ou les incendies de forêt, mais la pollution était faible, parce que la population était faible. Les effets de cette pollution étaient faibles sur la société. Et la nature avait le temps de gérer ces émissions, qu'elles puissent être de CO2, de méthane ou autres sources de pollution. Et d'un autre côté, il y a la pollution humaine. Alors cette pollution humaine, on va le voir, suit une tendance historique différente parce que la pollution humaine a commencé plutôt dans l'Antiquité et après n'a fait qu'augmenter avec des hauts et des bas. Et elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, je dirais, depuis la révolution industrielle, donc 19e siècle, fin du 18e, même s'il y avait des pollutions au Moyen-Âge. Après le Moyen-Âge, à la Renaissance, il y avait déjà des facteurs de pollution. Mais il faut voir que la population était beaucoup moins grande qu'aujourd'hui. Donc, même si les gens polluaient, le montant total de la pollution générée par l'homme était quand même beaucoup plus modéré qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est la distinction. Après, quelles ont été les premières pollutions? Si on remonte à l'Antiquité, donc dans l'Antiquité, on connaissait déjà le plomb, qu'on utilisait entre autres dans l'Empire romain pour les canalisations d'eau. Et le plomb est un métal lourd, toxique. Donc c'était déjà une pollution au plomb qui génère des maladies comme le saturnisme et qui, dit-on, ou certaines sources disent, que c'est à cause des tuyaux au plomb que, en partie au moins, que la civilisation romaine de l'Empire romain d'Occident s'est effondrée. C'est une théorie, mais il y en a d'autres. Exactement. Mais dont celle climatique. Mais enfin, c'est un autre sujet. Voilà. Donc il y a un point, à un moment donné, où justement l'activité de l'homme va commencer à avoir un impact sur l'environnement, un impact plutôt négatif. Absolument. Donc les villes s'agrandissent, les gens se regroupent dans les communautés urbaines pour des raisons aussi de sécurité, parce qu'il y avait des pillages dans les campagnes et autres calamités. Et là, l'urbanisation dit amener des animaux, par exemple, et ces animaux étaient
les déchets d'animaux étaient laissés dans les zones urbaines, dans la rue. Donc il y avait une pollution absolument énorme avec la putréfaction de ces carcasses de bêtes qui étaient laissées dans la rue ou un peu plus tard jetées dans les rivières avoisinantes. Donc ça c'est un facteur concernant l'état de santé de la population à l'époque et à la transmission de nombreux germes. Et très vite, et déjà à l'époque, on avait compris qu'il y avait un lien entre la saleté des villes et les maladies infectieuses. Donc ça, c'est une idée qui n'est pas récente, puisque déjà on en parlait il y a 700-800 ans. Il y avait aussi, alors la pollution, avant la Grande Peste, il y a eu le début de l'exploitation du charbon, donc de la houille, qui aussi génère beaucoup de CO2. Le CO2, pour mémoire, est comme le méthane, est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire que ces gaz forment un couvercle qui n'est pas, étanche, mais qui reflète le soleil et l'énergie et qui l'enferme comme dans une serre pour les plantations. D'accord ? C'est pour ça que ça s'appelle le gaz à effet de serre. Donc, accroissement de la pollution donc, par les animaux et par les déjections humaines. Il y a des villes qui étaient absolument invivables, pleines de ce qu'on appelait le miasme à l'époque. Et il y avait une prise de conscience, donc il y a eu des lois qui ont été votées à cette époque, justement pour empêcher que les carcasses soient laissées en pleine nature. Et puis il y avait aussi la pollution CO2 qui commençait, puisqu'on utilisait la houille, le charbon, pour chauffer les maisons. Donc ça, c'est avant l'épisode de la Grande Peste du XIVe siècle. Et que se passe-t-il jusqu'à la révolution industrielle, à savoir au début du 19e siècle, fin du 18e, début du 19e? Quelque chose commence déjà à changer, ou il faut vraiment attendre le début de l'industrialisation, de la mécanisation avec l'utilisation du charbon, donc de la houille, pour que la pollution, serais-je tenté de dire, décolle avec l'activité humaine, finalement. Oui, alors il y a une accélération, mais déjà, si vous voulez, la pollution était déjà là, donc par les phénomènes que j'ai indiqués. Surtout, il y a aussi une vraie pollution au niveau du bois de chauffage. Donc le bois de chauffage, ça a deux conséquences. Ça émet du CO2 et en même temps, ça enlève des arbres qui sont chargés d'absorber le CO2. Donc ça a un double effet. Et le fait de faire brûler le bois, et après remplacé par la houille, a donc des effets quand même sur l'atmosphère. Une ville comme Londres, par exemple, était irrespirable et l'eau était sale, la Tamise était un cloaque. Voilà. Donc ça, c'est une pollution qui avait des conséquences sur la population en général, beaucoup de problèmes pulmonaires, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on brûle du charbon, il y a non seulement du dioxyde de carbone, mais il y a aussi des nanoparticules ou microparticules qui ont un effet très mauvais sur la santé publique, puisque en fait ces particules rentrent dans les poumons. Donc c'était absolument terrible, la pollution à cette époque. Voilà. Après, donc, il y a eu quand même une petite coupure au niveau de la Grande Peste, parce que comme la population a diminué, déjà il y a eu moins de consommation, donc moins de pollution, et puis surtout l'exploitation du charbon comme matière première de chauffage a baissé parce que les villes s'étaient assiégées pour éviter les transmissions microbiales. Donc ils avaient aussi déjà compris
que le contact humain pouvait favoriser la peste et d'autres maladies. Et puis la population a baissé, enfin d'après les estimations, parce qu'on n'est pas vraiment sûr du nombre, mais entre 1/3 et 2/3 de la population, suivant les régions. Donc il y a eu donc un coup de frein en arrière économique et de population qui a fait qu'après cette grande peste, pendant cette grande peste, on est passé au bois. Donc on a abandonné le charbon parce que le bois était autour du village et n'avait pas besoin d'être transporté sur des grandes distances. Voilà. Alors la question de la révolution industrielle, alors ça c'est déjà l'exploitation du charbon pour le chauffage domestique. Donc les mines de charbon ont commencé à être exploitées de façon intensive, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France. Donc ce qu'on appelait vulgairement la houille. La houille, exactement. D'ailleurs, on parlait des houillères quand on parlait de la compagnie de charbon dans ces pays-là. Et puis, c'est en plus de l'utilisation domestique de ce charbon, très fort polluant. Il faut savoir qu'à l'époque, les cheminées n'avaient pas de filtre. Donc, tout partait, un peu de chaleur restait dans la maison et beaucoup de polluants s'échappaient par la cheminée. Et comme la combustion n'était pas très bonne, eh bien... voilà, ça générait ces problèmes. Alors, et ensuite, il y a eu, je dirais, la révolution industrielle qui a fait que le charbon a été utilisé pour générer de l'énergie, que ce soit pour les locomotives ou les unités industrielles, aussi des excursions du côté de la pétrochimie. Donc il y a eu quand même une accélération à cette époque. On parle aussi donc l'énergie était générée essentiellement par du charbon, et ce qui était un polluant absolument énorme. Et ça a duré, l'exclusivité du charbon a probablement, je dirais, duré 150 ans, c'est-à-dire fin du 18e jusqu'à début du 20e siècle. Et à partir du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, on a découvert que le pétrole, qui était jusqu'à présent considéré comme une calamité parce qu'elle abîmait les champs, les cultures, etc., était un combustible qui était très prisé parce que beaucoup plus facile à manier que le charbon. Et puis ça a commencé fin du 19e aux États-Unis, et je dirais que c'est venu en Europe vraiment de façon intensive, je dirais vers les années 20, quand l'automobile a commencé à se développer. Donc c'est un peu ça. Alors ça a changé si on parle des mêmes polluants. Mais après 1920, donc il y a, déjà avant ça avait commencé, mais il y a eu donc la chimie de synthèse, c'est-à-dire qu'on a commencé à utiliser le charbon et plus le pétrole pour fabriquer des engrais, pour fabriquer tout un tas de produits chimiques qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, quand on se met du baume aux lèvres, la plupart du temps c'est de la paraffine, et cette paraffine est extraite du pétrole. Mais ça c'est surtout, le pétrole a été utilisé beaucoup pour son pouvoir moteur et son pouvoir énergétique, c'est-à-dire utilisé par les voitures, utilisé à la maison. C'était disponible, c'était plutôt facile à transporter, plutôt facile à raffiner, plutôt facile à distribuer, et beaucoup plus que le charbon en tout cas qu'il fallait mettre dans des caves et autres. Voilà. Et ensuite, donc après cette révolution industrielle, là, on a commencé à créer des plastiques ou des simili-plastiques, donc au XXe siècle, qui sont donc dérivés du pétrole, du charbon, et qui ont d'autres caractéristiques parce qu'ils génèrent une pollution persistante.
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde très plastifié et en fait, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que le plastique ne pourrit pas. Ouais. Donc, il ne se détruit pas. Il ne se décompose pas. Il ne se décompose pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec l'usure du plastique, une bouteille, par exemple, devient du microplastique. Et ce microplastique est quelque chose qui est très toxique pour l'homme. Il est estimé aujourd'hui qu'on mange à peu près l'équivalent d'une carte de crédit chaque 3 semaines ou chaque mois. Et en fait, ça agit sur les organes et il y a même certains cas qui ont vu que ces microplastiques se propagent dans le cerveau et donc peuvent créer des problèmes sérieux. Alors ça, c'est un grand changement au XXe siècle de la pollution par composés non dégradables. Par exemple, si vous avez une poêle antidérapante, elle est en général recouverte d'un produit qui n'est pas dégradable, biodégradable. D'accord ? Donc ça, ces particules non dégradables sont aussi un facteur de pollution. Et il faut savoir qu'il y en a partout. Il y en a sur votre canapé, il y en a sur vos tapis, il y en a sur les façades des immeubles parce que ça sert aussi beaucoup de protection contre le feu, contre l'humidité. Toutes ces choses-là, en fait, sont des polluants, surtout au moment où on les jette, parce qu'on ne les recycle pas en autre chose, ou en quoi est-ce vraiment polluant ? Voilà, alors le problème qu'on a, que les pays occidentaux ont en général, et pourquoi je dis les produits occidentaux, parce que les pays occidentaux, par leur haut niveau de vie, utilisent beaucoup de produits, okay, qu'on n'utilise pas forcément dans des pays qui sont moins avancés. En théorie, tous ces produits peuvent être recyclés. Ou éliminés d'une façon responsable, mais en fait la tendance c'est qu'ils sont, dans beaucoup de pays, ces déchets sont mis dans des landfills, donc dans des décharges, et qu'en fait ces décharges contiennent beaucoup de produits toxiques. Moi je donnerai un exemple très caractéristique, tout le monde connaît en Suisse, c'est la déchetterie de Bonfol qui recevait des produits pharmaceutiques et chimiques en fût. Et il y avait tellement de fuites qu'ils ont été obligés de sortir tous ces polluants. Et pour les retraités, je crois que ça a dû coûter 1 milliard de francs suisses à l'époque de nettoyer cette décharge. C'est une décharge qui se trouvait dans le Jura. Voilà, c'est ça, à Bonfol. Pas très loin des chimistes bâlois, ou pharmaciens bâlois. Donc, à l'époque, les gens n'avaient peut-être pas conscience de tout ça parce qu'en fait, on était dans le scientisme et dans le progrès. Et dans le progrès, chacun s'émerveillait quand il y avait un matériau nouveau qui sortait, qui facilitait la vie des gens. Okay, donc, oui, c'est une affaire de quantité. Aussi, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans la progression de la consommation de bois et d'autres choses, c'est que à chaque fois il y avait un progrès, on n'avait plus chaud chez soi, donc on s'occupait des conséquences des externalités après. Okay. Et maintenant on commence à réfléchir aux externalités parce que tous ces polluants posent quand même des graves problèmes de santé publique et d'environnement, et d'influence sur le changement climatique et autres. Est-ce que le fait d'avoir eu d'abord le charbon, donc la houille, qui a été ensuite un peu, on ne va pas dire remplacé par le pétrole, parce que justement, le pétrole n'a pas remplacé l'utilisation de la houille, mais les deux se sont accumulés. Donc on a eu la houille, puis la houille et le pétrole. Puis le pétrole et d'autres polluants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'élimination du précédent, mais il y a eu accumulation du précédent et de celui qui allait suivre, ce qui fait que finalement, si je comprends bien, la pollution s'est accumulée.
Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Je dirais qu'il y a une grande illusion dans la population qui pense que chaque énergie a remplacé l'autre. Donc aujourd'hui, on nous dit oui, mais il faut développer les énergies renouvelables parce que ça va régler le problème des émissions carbonées, parce qu'il n'y a pas d'émissions de CO2 puisqu'il n'y a pas de combustion. D'accord ? Alors, ça c'est une illusion, parce que dans l'histoire, c'est absolument prouvé que chaque énergie a continué, je dirais à part le bois, mais à partir du charbon, chaque énergie nouvelle s'est ajoutée à l'énergie ancienne. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus énergétique, hein, ou energy intensive, donc intensive en énergie, et qu'il n'y a pas de remplacement d'une source d'émission par une autre, mais un complément. Donc ensuite, après le charbon, puis le pétrole, donc c'est pas l'un après l'autre, c'est l'un en plus de l'autre. Donc il y a eu l'énergie atomique, mais celle-ci ne représente qu'environ 5% de la génération d'énergie. Et puis maintenant on parle de production d'électricité qui est qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Et mais il faut comprendre qu'il n'y a aucune génération d'énergie qui soit complètement innocente sur l'environnement. Par exemple, les panneaux solaires contiennent des produits toxiques. Les éoliennes utilisent des fibres de verre et de carbone pour les ailes. Elles sont détrimentales. Il y a la pollution visuelle, il y a la pollution sonore, il y a la pollution, il y a le problème de la biodiversité. Donc, il n'y a pas d'énergie qui est innocente. Certaines ont certains problèmes spécifiques, hein, parce qu'il y a beaucoup de poussées envers le nucléaire qui dit le nucléaire n'émet pas de CO2. Alors ça c'est absolument véridique. Le nucléaire n'émet pas de CO2, sauf pendant sa construction et sa destruction. Parce que c'est très intensif en béton, et le béton c'est un des facteurs après l'énergie polluant, le plus polluant dans la liste des activités polluantes. Juste après l'énergie, c'est la construction. D'accord ? Donc on arrive aussi, avec tout ce qui se passe, c'est la croissance, puisqu'en fait la croissance c'est l'énergie. D'accord ? Avec l'énergie, on a démultiplié l'effort humain. Donc c'est très important de comprendre que nous vivons dans l'énergie et par l'énergie, et que tout autour de nous est de l'énergie. Quand on va au supermarché acheter des fruits, eh bien ça a une nécessité d'énergie pour être planté, pour être transporté, pour être distribué, pour être conservé. Et on arrive malheureusement, comme on utilise déjà l'équivalent de 1,75 fois la capacité de la planète à absorber les polluants, à régénérer, etc., on arrive à une situation d'urgence. Une situation d'urgence déjà sur les effets de serre, parce qu'il était prévu qu'à la fin du XXIe siècle, on serait à 1,5 degré de hausse des températures, et aujourd'hui on a déjà passé les 1,5 degrés, et ce sera plutôt 4 degrés à la fin du siècle. Donc avec les plein conséquences de que l'on peut imaginer, évidemment. Conséquences sur les migrations, sur la pauvreté, sur la famine. Donc il est déjà très très tard, mais plus on attend, plus il sera trop tard. Et il y a déjà des organisations, notamment les assurances, qui sont très conscientes des risques, parce que ce sont eux qui les assurent. Et je crois que le raisonnable dit qu'il faut gérer tout ça, donc soit gérer les conséquences, par exemple le recyclage des déchets électroniques, du plastique, et pour ça en Suisse on est vraiment avantagé, c'est pas le cas dans beaucoup de pays où il n'y a pas de collecte de recyclables, et soit il faut essayer
d'améliorer tous les procédés et puis d'éviter d'avoir une croissance constante de l'augmentation de la pollution. Parce que si on arrêtait aujourd'hui les énergies fossiles, le gaz carbonique ne diminuerait pas du jour au lendemain. Pour que le gaz carbonique soit absorbé, d'ailleurs dans les océans qui ont atteint leurs limites, ou par les forêts, il faudrait plusieurs années avant de revenir à la norme. Mais il y a certaines personnes qui ont tendance à penser que finalement, on a eu beaucoup de variations de climat, beaucoup de variations de température au cours de l'histoire de la Terre, et semblent ne pas reconnaître le problème, la problématique actuelle, comme une véritable problématique. Alors, cet argument est absolument fallacieux, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Donc, il y a eu effectivement des glaciations, le Quaternaire, il y a eu des réchauffements. On voit sur certaines ruines dans la mer Égée que le château qui avait les pieds dans l'eau est maintenant à 20 mètres de hauteur. Donc, il y a eu des changements de niveau d'océan, il y a eu des changements climatiques, mais tout ça s'est passé sur des milliers d'années, sinon des millions d'années. Donc, la nature a eu le temps de s'adapter et l'homme a aussi eu le temps de s'adapter à ces changements. Aujourd'hui, le drame, c'est que tout ça a commencé vraiment il y a 200 ans. Et 200 ans, au niveau de l'échelle de l'histoire humaine ou de l'histoire géologique, c'est vraiment négligeable et on a réussi à accumuler autant de pollution en 200 ans que dans tout depuis l'existence de l'homme. Et comme indiqué, le problème c'est qu'on a une pollution qui est maintenant une pollution chimique, plastique, etc. et qui a des conséquences, et des conséquences qui se font déjà sentir par le changement climatique. Donc les gens parlent de la hausse des températures, mais ce n'est qu'un aspect du changement climatique. Le changement climatique, ça a des conséquences beaucoup plus complexes, la fonte des neiges, etc., etc. Beaucoup de personnes parlent de décroissance, de plus en plus de personnes parlent de décroissance. De quoi s'agit-il ? Eh bien, sachant que tout est énergie, comment fait-on pour juguler ces émissions ? Et il y a des écoles de pensée qui se développent beaucoup. Notamment, il y a un cours qui est donné dans ce sens-là à l'UNIL ou à l'EPFL, je ne me souviens plus, par quelqu'un qui s'appelle Timothée Paric, qui est un partisan de la décroissance. Mais ça, c'est un vaste sujet qui nécessite plus de temps pour en parler de façon profonde. Très bien, je propose une première interruption ici et le prochain volet sera sur la décroissance. Merci de votre attention. Merci Lorenzo.